Jean-Marc. Bonsoir Lorraine. Merci de nous accueillir chez vous avec toute l'équipe d'Open Data Soft pour cet événement du jeudi soir. Alors que va-t-on faire dans l'heure et demie qui vient, cher Jean-Marc? On va te confier dans un instant effectivement toute cette assemblée pour la soirée. Moi je vais faire un rapide mot d'introduction. Je suis très content de vous voir aussi nombreux. On est quasiment une centaine pour cet événement annuel. C'est un événement qu'on fait à l'occasion de la sortie d'une enquête, le résultat de l'enquête, qu'on va analyser dans un instant. Troisième édition de cette enquête sur la maturité des organisations, sur la démocratisation des données, enquête que l'on mène en partenariat, ça vibre un peu, je sais pas si vous voyez ça, avec Odoxa. Donc merci de nous accompagner dans cette démarche au long cours. Ravi également, Lorraine, c'est pas la première fois que tu animes cette soirée avec nous. Très heureux, tu prends goût à la data, peut-être. Et puis, on aura le loisir, effectivement, d'animer des échanges que j'espère très intéressants pour tous et agréables pendant la table ronde et durant le cocktail, avec un panel de CDO, de responsables data de grandes organisations qui seront présentés plus en détail après. Je vous remercie par avance, ou même a posteriori, parce que certains d'entre eux ont participé à l'enquête qualitative sur cette étude. Et merci de prendre le temps ce soir aussi sur vos agendas chargés de venir partager vos expériences et votre vision du sujet. Et on terminera après ça aussi avec une ouverture sur les enjeux sociétaux, politiques. On a la chance, certains la connaissent peut-être à l'écrit, à la radio ou à la télé, mais à ce moment-là, nos spécialistes, philosophes des questions contemporaines autour de la technologie, on va partager un point de vue un petit peu plus ouvert et prospectif au-delà de la data. Peut-être un dernier mot. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Nous, notre mission, c'est d'aider à démocratiser l'usage de la donnée pour tout un chacun, dans les organisations, pour chaque collaborateur, mais aussi dans la vie courante en tant que citoyen. On fait ça, alors nous, très humblement, en développant des solutions de portail de données. Derrière vos portails, ça donne accès à tout un univers. C'est bien ce à quoi on s'attache. Donc, on pense que c'est de notre responsabilité, avec tous les acteurs présents ici, et qui sont beaucoup plus nombreux, évidemment, dans toutes les organisations, d'acculturer, de suivre les tendances, parce que ce sont des éléments transformants de nos quotidiens, et on a au quotidien l'expérience avec l'intelligence artificielle qui change pas mal de choses. Voilà, donc je te laisse la main pour animer cette soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Marc. On peut applaudir. Merci. Alors, le programme, vous l'avez compris, c'est dans l'heure à venir, l'heure et 20 minutes pour être précise, faire une petite soirée la plus instructive pour vous toutes et vous tous. Il fait très chaud, comme vous l'avez sans doute remarqué, donc je suggère à ceux qui souhaitent de se découvrir dès maintenant. Voilà. L'idée, c'est de tenir le timing. On va démarrer avec une petite table ronde. Ensuite, nous aurons une petite séquence de coaching avec deux coachés parmi vous qui soumettront des business cases à nos experts. Et puis, on finira avec effectivement une petite keynote inspirante sur le rôle au-delà de l'entreprise, de la data pour nous tous dans la société. C'est le programme. Je vous propose d'accueillir pour démarrer Erwan de l'équipe d'Odoxa. On peut aussi applaudir. Bonsoir, Erwan, directeur conseil d'Odoxa. Aux manettes de l'étude, pour ceux qui ne sont pas digitaux, peuvent retrouver en version papier cette étude, cet observatoire suivi de cette année. Erwan, tu as 12-13 minutes pour nous résumer les éléments clés de cet observatoire, de la démocratisation des données. À toi. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter les résultats de l'Observatoire de la démocratisation des données dans les organisations, sachant que c'est une deuxième vague. On avait déjà interrogé l'année dernière des dirigeants. Cette année, on a fait un petit pas de côté en termes de cible. On n'est pas sur des dirigeants décideurs en matière de data. On est allé... Là, c'est bon. Oui. On est allé sur la cible des cadres dirigeants. Alors, qui ne sont pas des dirigeants, qui ne sont pas directement décideurs, et pour donner un peu de chair aussi autour de cette grande enquête auprès des cadres dirigeants, on a interrogé des Chief Data Officers pour avoir des verbatims, des citations et du ressenti autour de ces questions. Pour revenir rapidement sur la méthodologie, on a donc construit un échantillon de 431 cadres dirigeants d'organisations publiques et privées de 500 salariés et plus, des directeurs de sites, de filiales, de départements, de BU ou de services. Et pour illustrer, pour éclairer les résultats de cette phase quantitative,
on a fait 6 entretiens individuels avec les Chief Data Officers, dont vous verrez les citations. La première information, c'est que l'utilisation des données occupe une place importante dans la transformation digitale des organisations. Quand on a demandé à nos 431 cadres dirigeants à propos des actions mises en place par votre organisation dans le cadre de sa transformation digitale, diriez-vous que l'utilisation des données y occupe une place prioritaire, importante mais pas prioritaire ou secondaire? 90% nous ont dit, ont validé que c'était une place importante, mais parmi ceux-ci, 46% une place importante mais pas prioritaire, 44% une place prioritaire. Si on était pessimiste, on dirait qu'il y a uniquement 44% qui nous disent que c'est prioritaire. Et justement, c'est important pour 9 cadres dirigeants sur 10, mais c'est prioritaire pour moins de la moitié. Et pourquoi? C'est Mathieu Blanc de la Caisse des dépôts qui nous le dit le mieux. Et pour les CDO de façon plus large, c'est pas toujours une priorité car les dirigeants ont tendance à privilégier des actions avec un ROI rapide. Beaucoup d'organisations peuvent être tentées de se focaliser uniquement sur la génération de revenus ou de ROI par rapport à la data et de n'en avoir qu'une vision économique qui conduit à sous-investir sur les fondations. Alors, je vous laisse lire tout le détail des verbatims dans le petit livret que vous avez, mais c'est assez intéressant, ça explique bien ce que dit Mathieu Blanc. Tout le paradoxe d'une bonne gestion des données, c'est qu'il est compliqué d'expliquer qu'on va dépenser de l'argent sur des socles, sur des chartes, sur des mises à niveau, alors qu'on est soumis à des contraintes économiques fortes. Ce qu'on voit aussi, auprès des cadres dirigeants qui utilisent quotidiennement des données partagées dans le cadre de leur activité, c'est que les bénéfices d'efficacité sont bien identifiés, tout comme ceux qui aident la réussite des missions. 69% des cadres dirigeants nous disent qu'accéder aux données métiers, c'est incontournable pour mener à bien leur mission, 68% pour prendre de meilleures décisions. Ce qu'on voit aussi, c'est que les choix qui sont effectués par les organisations donnent satisfaction. 61% des cadres dirigeants nous disent qu'ils sont satisfaits des choix de leur organisation en matière d'utilisation des données. Ce qu'on observe, c'est quand même que plus on est proche de la décision, plus on est satisfait. La satisfaction monte à 84% chez les directeurs de site, à 72% chez les directeurs de l'innovation, par exemple. Ce qu'on observe aussi, c'est que les cadres dirigeants jugent leur culture interne compatible et les besoins bien pris en compte. 59% des cadres dirigeants sont d'accord avec l'item votre culture d'entreprise facilite l'accès et le partage des données. 57% sont d'accord avec l'item les besoins des collaborateurs sont bien pris en compte dans les décisions concernant l'utilisation des données. Alors la conviction est pas très importante finalement, 6 personnes sur 10. C'est ce qu'on a soumis aux Chief Data Officers qui nous ont dit et souligné la nécessité de démontrer les bénéfices de la démocratisation des données, que c'est un enjeu pour les Chief Data Officers de montrer les bénéfices. Jean-Yves Mahé, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous a notamment dit le premier élément pour démocratiser les usages, c'est de faire entrer les données dans le quotidien des agents, que ce soit par de la résolution de problèmes, de l'acculturation ou la reconnaissance de l'importance des données dans la fiche de poste des agents. Si l'aspect conformité est déterminant, la couverture des exigences réglementaires incarne aussi un bon moment pour se questionner sur les données, identifier les problèmes rencontrés, puis les résoudre ou les atténuer. On s'est aussi intéressé à un indicateur qu'on avait suivi déjà dans notre enquête de l'année dernière, savoir le sentiment à l'égard de l'avancée des organisations en matière d'utilisation des données. On demandait en ce qui concerne l'utilisation des données, diriez-vous que votre organisation est plutôt en retard, en avance, ni en retard? Si on se restreint à la cible des décideurs, pour avoir un échantillon comparable à notre enquête de l'année dernière, on voit que 44% ont le sentiment d'être en avance. Alors ça reste minoritaire, mais ça progresse de 11 points par rapport à ce qu'on mesurait l'année dernière. On est vraiment dans une dynamique. Par contre, on a une vraie décroissance selon le niveau de décision. 67% des directeurs de site ont l'impression d'être en avance, 48% des directeurs de département, on perd 20 points, 28% des directeurs de service, on perd encore 20 points, et quand on pose la même question aux salariés d'entreprises de 500 salariés et plus, ils sont uniquement 13% à avoir le sentiment d'être en avance. C'est 8 points de moins que l'année dernière. Donc, ça fait partie des choses qu'on va voir dans cette enquête, c'est qu'il y a un petit décalage de perception de la dynamique. Autant elle est bien identifiée, autant elle a un petit décalage de ressenti selon qu'on est en bas de la hiérarchie. Ce décalage qui peut être expliqué par une vision data-centrique des dirigeants et une réalité opérationnelle, Florent Verrière l'explique en disant « L'enjeu et la dimension stratégique de la data sont partagés à haut niveau, mais plus on se rapproche des acteurs qui sont proches du terrain, plus on rencontre un certain nombre de difficultés très concrètes qui font que la mise en œuvre n'est pas toujours simple. Il peut alors en résulter un décalage entre la vision
très stratégique où l'on indique ce que permet de faire la data et sa mise en œuvre réelle où la complexité et la difficulté de mise en œuvre apparaissent. Ce qu'on voit aussi, c'est que, au-delà du fait que c'est important, l'accès aux données à grande échelle, ce n'est pas encore une réalité. Quand on demande dans votre organisation, les décisions sur les sujets liés aux données sont le plus souvent... alors, les données sont partagées. Ce qu'on nous dit, dans 37% des organisations, c'est que l'utilisation des données a été mise en place pour toutes les données nécessaires aux salariés pour accomplir leur mission. C'est uniquement 4 sur 10 dans les organisations qui ont démocratisé toutes leurs données. Donc ça reste minoritaire. À l'inverse, il y a 63% des organisations dans lesquelles le partage des données est encore limité, 37% dans lesquelles le partage a été mis en place pour une partie seulement des données, 16% où ça n'a pas été mis en place, seuls des experts data analystes peuvent y accéder, 6% ça n'a pas été mis en place car ces données sont commercialisées, et 4% ça n'a pas été mis en place, il est exclu de les partager et c'est confidentiel. Alors pourquoi ce partage des données est minoritaire? Là encore, les Chief Data Officers nous ont apporté une explication assez intéressante. C'est que dans une grande mesure, le sujet de la propriété des données reste un obstacle à leur démocratisation. Ça a tendance à créer des silos. On nous a notamment dit, pendant très longtemps, les départements ont pensé que s'ils possédaient les données, ils avaient le pouvoir. C'est une logique qui va à l'inverse de la démocratisation des données. La logique est de dire, si je donne accès aux données que je génère, j'ai du pouvoir parce que j'aiguille les gens aux bons endroits. On nous a dit qu'il y a des silos parce que bien souvent, on retrouve l'équation un métier égale un outil égale une base de données. Ce qu'on observe aussi, c'est que dans une grande mesure, le partage des données reste encore très artisanal. On a peu recours à des intranets formels de la donnée. La plupart du temps, comment accédez-vous à ces données? On a demandé aux 4 dirigeants. 32% nous ont dit qu'elles sont envoyées par des collègues dans des fichiers ou dans des emails. 27%, elles sont présentées lors de réunions d'entreprise. 19%, il faut demander les données à des responsables ou à des experts des données. 14%, il est possible d'y accéder via vos propres outils métiers. Et uniquement 8%, dans moins d'un cas sur 10, les données sont accessibles sur un portail interne dédié au partage des données dans votre organisation. Pour autant, accéder aux données, c'est plutôt une procédure qui est validée par les 4 dirigeants. Ils sont 66% à nous dire l'accès aux données métiers dont j'ai besoin pour mon activité quotidienne, il est simple et rapide. En revanche, ça n'a pas l'air de se faire tout seul parce qu'ils sont quasiment 1 sur 2 à nous dire ça demande des compétences que je n'ai pas, sur lesquelles je n'ai pas été formé, 50%. Ça suppose forcément de passer par un analyste expert. Là, on n'est pas dans la démocratisation de l'usage, 48%. Et pourquoi cela? Parce que, d'après ce que nous ont rapporté les Chief Data Officers, le guichet data unique, le levier indispensable à la démocratisation des données, ce n'est pas encore quelque chose qui s'est généralisé. On nous a dit l'outil est important parce qu'il accélère la structuration d'une activité. En intégrant un outil, on intègre une façon de penser le traitement de la donnée. Guiraud de Lame de Natixis nous a dit le levier principal pour réussir la démocratisation des données, c'est leur mise à disposition dans des points de distribution convenus par tout le monde et sur lesquels on aura travaillé les questions de data management. Cela permet de savoir qui pilote les données, où les trouver et comment les consommer. Le rôle du CDO reste aussi à clarifier. C'est intéressant parce qu'on a demandé donc à nos 4 dirigeants, votre organisation dispose-t-elle d'un Chief Data Officer ou directeur des données? Et 49% nous ont dit, il y a un CDO et je connais bien son rôle et ses missions, mais une proportion quasi équivalente, 36% nous ont dit, il y a un CDO, mais je ne connais pas exactement son rôle et ses missions. C'est-à-dire qu'il y a un manque de clarté du poste, il y a un manque de perception du rôle et des missions du CDO. C'est beaucoup mieux connu quand on est directeur de site ou de filiale, 68%, que quand on est directeur de département ou de BU, 40%. Une explication à cela, pour les CDO, ça souligne l'importance de diffuser une culture data commune. Florent Verrière d'EDF nous a notamment dit, du côté des dirigeants, on n'a pas toujours bien compris ce qu'était le rôle de CDO, l'importance de la gouvernance des données qui reste encore quelque chose d'abstrait. Globalement, ce qu'on observe dans les attentes des 4 dirigeants, c'est le souhait de plus d'actions concrètes et de plus d'accompagnement. Ils se montrent relativement confiants, ça va dans le sens de la dynamique qui existe autour des partages des données. C'est que quand on demande aux 4 dirigeants, diriez-vous que vous avez confiance dans votre organisation pour mettre en place une approche globale de la donnée en interne? Il n'y a pas de défiance. Ils sont 6 sur 10 à nous dire qu'ils ont confiance. Ça, c'est un point important. En revanche, quand on leur dit, concernant les données, il y a un décalage entre les ambitions de votre organisation et la réalité du quotidien,
Ils sont 1 sur 2, 48%, être d'accord avec ce point. Et d'où il vient ce décalage? On en a discuté avec les Chief Data Officers, ce qu'ils nous ont dit, Guiraud Lam de Natixis, le paysage est assez hétérogène en termes de maturité sur ces sujets. Ça explique ce décalage. Je pense qu'il y a des entreprises qui ont fait le shift, soit parce qu'elles sont nées data-centric, soit parce que leur activité les a forcées à changer. Il y a de nombreuses autres entreprises plus industrielles ou bancaires et financières qui sont au milieu du guet parce que les leviers de transformation ne sont pas forcément faciles à identifier. Philippe Vincent de Coface nous a aussi dit « Je pense qu'il y a une prise de conscience dans les sociétés du fait que les données peuvent apporter de la valeur. En conséquence, l'investissement dans le traitement des données pour mieux comprendre l'organisation, son fonctionnement et in fine pour mieux se développer demain est nécessaire. » Voilà donc sur les grandes tendances de cette deuxième vague de l'Observatoire de la démocratisation des données, avec grosso modo un triptyque d'informations à retenir. La première, c'est que l'importance du rôle des données est reconnue. C'est bien ressenti par les cadres dirigeants, ça n'est pas remis en question et les décisions qui sont prises donnent satisfaction. Mais pour autant, l'accès à données à grande échelle n'est pas encore une réalité. On a vu qu'on accède très peu aux données via un intranet formel de la donnée. Dans la pratique, le partage a tendance à rester artisanal. Et troisième point, aujourd'hui, ce que les cadres attendent fortement, les cadres dirigeants, c'est plus d'actions concrètes et plus d'accompagnement pour réduire le décalage entre les ambitions des organisations et la réalité du terrain. Voilà. Merci Erwan. On pourrait faire un sondage sur le pourcentage des chiffres que vous avez retenus de la présentation d'Erwan. Mais vous avez sans doute retenu des prénoms, Florent, Guiraud, Philippe et puis Mathieu, qui vont être nos 4 CDO qui vont nous rejoindre pour justement incarner le propos de cette étude et puis surtout voilà, mettre un peu de chair derrière ces chiffres. On peut les applaudir, on peut applaudir Erwan d'une part, merci beaucoup, et l'équipe de Doxa, et accueillir nos 4 CDO, Mathieu Blanc, Guiraud Lam et Philippe Vincent et Florent Verrière. Je vais vous présenter rapidement Mathieu en chemise blanche de l'équipe, du groupe Caisse des dépôts, Guiraud en chemise blanche également de chez Natixis, et puis Philippe de Coface et Florent d'EDF. Voilà, 4 CDO à votre service pour que vous repartiez tous ce soir avec des key takeaways de cette étude dans laquelle vous vous retrouvez sans doute en fonction de vos fonctions, de la taille de votre organisation. On va parler d'une donnée plus reconnue, on va parler de passage à l'échelle, et puis on va parler de prioritisation, de sponsoring du management de cette donnée avec vous 4. Alors, on a 2 questions pour chacun de nos invités ce soir. La première, c'est très simple. On va leur demander de nous résumer leur année 2024, les challenges sur lesquels ils travaillent, leur actualité, leurs problèmes. Et puis la deuxième question, c'est ce qu'ils retiennent, eux, de cette étude à laquelle ils ont participé, ce qui leur semble, de leur point de vue respectif, important dans cette étude. Mathieu, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble ton année 2024 en termes de données ? Merci, bonsoir tout le monde. Donc, mon année 2024, j'ai pris que 3 points parce que j'en ai plein d'autres, mais il y en a 3 qui me semblent essentiels. Le premier, c'est bien faire l'équilibre, comme je le disais, comme c'était rappelé tout à l'heure dans l'étude, l'équilibre entre les investissements sur les fondations et la valorisation des cas d'usage qu'on peut avoir sur la donnée, qui sont un vrai sujet, d'embarquement à la fois des sponsors, mais aussi des équipes, parce que c'est très compliqué de faire des cas d'usage qui ont une valeur et une durée significative si on n'a pas investi dans les fondations, que ce soit le data management, les référentiels, et j'en passe. Et donc, c'est un vrai sujet d'embarquer, de faire comprendre au top management qu'il faut investir pour arriver à avoir des cas d'usage qui apportent de la valeur à l'entreprise. Et donc, ça, c'est un de mes sujets sur l'année 2024. Mon deuxième sujet, et c'est peut-être par ordre de priorité celui où j'ai le plus de questions dans l'organisation, c'est tout ce qui est IA et IA génératif, parce que c'est le sujet à la mode en ce moment. Donc, j'ai à peu près une question toutes les 10 minutes sur ce sujet. Donc, c'est un vrai sujet parce que ça présuppose aussi d'avoir le point numéro 1, c'est-à-dire des fondations qui le permettent d'exécuter un certain nombre d'algorithmies et autres, et de tirer de la valeur de toutes les données qu'on peut avoir dans l'organisation. Et donc, c'est
c'est un sujet qui est au cœur même de l'équilibre dont je parlais, parce qu'on nous demande bien sûr d'avoir des outillages, d'avoir une valorisation avec de l'IA générative qui permet de démontrer que dans nos processus métiers, on améliore les choses et on optimise tout ce que l'on peut. Mais à côté de ça, si on n'a pas les outillages pour le permettre, c'est extrêmement compliqué. Et mon troisième sujet que j'ai choisi, c'est un sujet qui est très particulier à la Caisse des dépôts, mais qui est, je pense, assez diffus chez les autres. C'est tout ce qui est autour des écosystèmes et de la souveraineté. Alors, par le rôle même de la Caisse des dépôts, on a une question de souveraineté importante, mais c'est un vrai sujet. Comment exécuter toutes ces données, les manipuler, les conserver, tout en restant souverain et maître de nos données, tout en se nourrissant des données qui peuvent exister dans l'écosystème et en tirer profit pour aussi, dans notre cas de figure et dans nos missions, le renvoyer vers l'écosystème. On a des cas d'usage où aujourd'hui on récupère des données de l'écosystème et on les manipule et ensuite on les rend à l'écosystème dans une mission vraiment d'intérêt général. Mais on essaie de les exécuter dans un cadre qui est souverain. Et or, aujourd'hui, sur la data, beaucoup d'innovations, beaucoup de technologies proviennent du monde soit anglo-saxon, soit non-européen, plutôt asiatique. Et donc, on a une vraie questionnement, des vrais chemins de traverse à trouver pour arriver à avoir un équilibre entre ces multiples voies et arriver à trouver une solution à tout cela. Voilà, l'année de Mathieu, c'est équilibrer les investissements, c'est intégrer l'impact de l'IA dans le quotidien de tes collaborateurs et puis évidemment un petit mot de protection de données et en même temps réussir à en tirer de la valeur. Guiraud de chez Natixis, à quoi ressemble ton année 2024 et tes objectifs en termes de data? Bonjour à tous. Alors, mon année 2024, c'est parachever ce que j'ai amorcé depuis 3 ans que je suis sur cette fonction, c'est-à-dire la prise en compte des enjeux data par les métiers et par les fonctions de mon entreprise, parce que je déploie un modèle décentralisé de la data dans l'organisation et avec des responsables data dans chacune des grandes verticales. Moi, je suis en charge de les outiller, poster les process, et m'assurer que ça fonctionne et que tout le monde a le niveau de culture et de proficiency, si je peux me permettre cet anglicisme, sur les données. Donc, on a beaucoup avancé là-dessus. Maintenant, le sujet, c'est d'aller encore plus loin et que chacun puisse non seulement identifier ses cas d'usage, et ça c'est déjà le cas, ils ont tous des idées dans tous les sens, notamment sur l'IA générative, mais aussi prennent en charge la gestion des données et le management et la qualité des données qu'ils produisent dans leur verticale. Voilà, donc on n'a pas de démarche centralisée, donc c'est poursuivre cette décentralisation tout en nous assurant que ça fonctionne évidemment. Donc voilà mon année 2024 en quelques mots. Voilà, on retiendra l'idée d'aller au bout du geste dans chacun des métiers avec les bonnes compétences et les bons outils. On va poser la même question à Philippe Vincent de chez Coface. C'est quoi ton année 2024, tes challenges et tes succès aussi peut-être? Alors, je suis aligné avec ce qui est dit avant et j'aimerais ajouter Éloigne un un tout petit peu ton micro de ton menton. j'aimerais ajouter un élément qui est la data quality, qui reste au centre de nos préoccupations et de nos priorités. Alors, je ne dis pas qu'on n'a rien fait ces 25 dernières années, hein, mais je pense qu'on a traditionnellement mis l'accent sur la qualité des données, telles que les données financières, les données de gestion du risque, et certaines autres typologies de données ont été un peu laissées de côté, et ça peut poser problème sur des données d'efficacité opérationnelle, sur des données de process. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec la notion de partage de données qui est de plus en plus présente, on se retrouve à couvrir l'ensemble des données de l'entreprise dans les nouveaux use cases qui arrivent et qui sont implémentés aujourd'hui. Et donc, la notion de qualité de données doit être homogène sur l'ensemble des données. Ce qui veut dire qu'on a un petit effort de rattrapage sur certaines zones qui étaient un peu moins contrôlées. Pour le formuler très concrètement, notamment à la Coface, tu manipules à la fois des données financières très curatées, très propres, très sophistiquées, et d'autres types de données un peu moins propres. Exactement.
On va poser cette dernière question pour finir le tour de table. À toi, Florent, de chez EDF, l'année 2024, en données, ça donne quoi? Alors, l'année 2024, finalement, c'est aller plus loin que ce qu'on a déjà fait, parce qu'on a beaucoup de données à EDF. Pour la petite histoire, juste pour avoir une petite idée, on a sur nos centrales nucléaires, par exemple, à peu près une centaine d'années de fonctionnement en termes de données qu'on a capitalisées. Donc, on a plein de matières, on a plein d'expérimentations dans tous les sens. Mais là, on va commencer à arriver dans le dur parce que comment tout ça, ça produit. Et finalement, notre gros enjeu aujourd'hui, c'est pas tellement d'avoir de la donnée, mais savoir où elle se trouve, comment je peux l'utiliser, à qui je dois m'adresser pour l'obtenir. Et donc, notre premier challenge, et mon premier challenge aujourd'hui, c'est de réussir à maîtriser cette donnée, à établir la connaissance, le catalogage de tout ça, pour que les gens puissent aller chercher la bonne donnée au bon endroit et éviter que, par exemple, je prends la donnée, mon petit voisin d'à côté, il m'a juste pas dit qu'il avait un petit peu transformé, donc quand je fais ma super étude, qui est topissime, par contre, le résultat, il n'est pas terrible parce que ma donnée de base, elle n'était pas la bonne. Donc ça, c'est vraiment notre premier challenge. Alors, ça veut dire qu'embarquer les métiers, ça veut dire beaucoup de choses. Les convaincre de l'intérêt, parce que ça demande beaucoup de temps et de leur côté. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est de rationaliser nos outils. Alors, j'ai dit, on a fait beaucoup d'expérimentations, chacun a expérimenté ses trucs dans son coin. Et si on va aller plus loin, si on veut pouvoir en faire en sorte qu'on aille sur du partage de données, du croisement de données, il faut qu'on ait des outils communs. Et en même temps, qu'on arrête de passer du temps à faire des outils et qu'on passe plus de temps à valoriser nos données. Et je rebondirai sur ce qu'a dit Mathieu, l'IA générative, tout le monde en parle. Donc tout le monde a expérimenté dans son coin. Donc on a tous passé plein de temps à acheter un coup de ChatGPT par-ci, par-là. Et à la fin, on a produit quoi? Pas grand-chose. Et donc l'enjeu, c'est de se dire maintenant, on se focalise sur quelques outils et on va les utiliser à fond. Voilà, vous avez un aperçu de cette année. Peut-être que vous vous retrouvez dans ces différents propos. D'ailleurs, si vous avez des questions sur l'IA générative un peu après, entre autres questions, vous aurez la parole. On va passer sur une deuxième question pour vous tous. La question, c'est toujours dans une logique de digestion, que vous nous disiez chacun ce que vous avez retenu de l'étude et ce qui vous semble, chacun dans votre carrière, à votre niveau de carrière, dans votre entreprise, en fonction de la taille de vos équipes aussi, ce qui vous semble le plus important. Mathieu, pour commencer. Pas trop. Oui, donc moi ce que j'ai retenu de l'étude, c'était la notion de transversalité, de la mise à disposition de l'information entre les différents départements, donc le désilotage ou la démocratisation de la donnée, ça a été dit plusieurs fois, c'est un sujet sur lequel on est éminemment touché à la Caisse des dépôts. On a beaucoup de données, on a beaucoup de fonctions et de métiers différents. Et une des grandes questions qu'on a, c'est comment faire en sorte que, je prendrai comme exemple la direction des prêts, donne bien les bonnes données au risque et que le risque ne recalcule pas ses propres indicateurs à partir de données qu'ils ont récupérées de manière non organisée et que donc on partage réellement un certain nombre d'indicateurs et de leviers d'action ensuite. Donc ça, c'est un vrai sujet et je pense que c'est un sujet qui est un peu lié à un deuxième point que j'ai vu dans l'étude et qui m'a beaucoup frappé, c'est tout ce qui est autour de la culture, faire en sorte de passer d'une logique où on est propriétaire des données, maître de ces données, et finalement on a construit son petit royaume des données, à une logique où on est beaucoup plus connecté dans un écosystème et on accepte de partager ces données pour le bien de l'entreprise, mais aussi pour pouvoir potentiellement utiliser des données des autres pour alimenter ses propres activités, ses propres processus. Et donc c'est une véritable logique qui me paraît importante à traiter. En termes de culture, c'est quand même très compliqué, et ça c'est un deuxième sujet qu'on peut voir dans l'étude, c'est qu'il y a une perception qui est forcément très différente entre le top management, le middle management et les exécutifs, parce que il y a une perception et une vision qui est forcément différente, et nous on y travaille beaucoup, on essaie de mettre en place à la fois des outils qui répondent aux exigences et à la simplicité d'action, mais aussi on travaille à la culturation des différents de nos collaborateurs et de notre management. Un, pour prendre en compte le fait que les données existent, ont été cataloguées, et que donc il faut peut-être aller voir dans les outils de data governance pour retrouver les bonnes données et pas forcément recréer son propre royaume. Et deux, au niveau du top management, pour réellement prendre des décisions basées sur des faits et pas que sur des hypothèses ou des intuitions, et se nourrir de faits qui ont été prouvés et qui ont été étayés par des gens dont c'est le métier, et qui ont été ensuite mis à disposition dans des reporting, portails et autres. Donc il y a cette véritable enjeu de culture.
Et le dernier point que j'ai trouvé important, c'est finalement cette notion d'agilité qui est attendue autour de la donnée. On me pose souvent cette question. Mais Mathieu, où est-ce que je vais trouver telle et telle donnée? En fait, j'en sais rien, mais deux, je me dis que c'est pour ça que mon premier point de la première question, il faut beaucoup investir sur les fondations pour avoir le coût d'avance qui nous permettra d'abaisser à la fois le coût de possession d'une donnée en mutualisant les outils, mais aussi en préparant les données de la meilleure des façons pour que quand le temps vient d'une question sur une donnée particulière, finalement, on est déjà préparé au maximum pour qu'on puisse la mettre à disposition le plus vite possible. Voilà, cette idée de ne pas trop se focaliser sur la valeur attendue, mais parler un peu plus des bases, des fondations dans la construction de la donnée et aussi de cette culture autour de la donnée. Guiraud, chez Natixis, qu'est-ce que tu retiens de cette étude? Qu'est-ce que tu t'appropries particulièrement comme conclusion de cet observatoire? Alors, ce que je retiens en particulier, et tu l'as noté déjà Mathieu, mais c'est quand même cette différence de perception entre les dirigeants et les gens qui sont dans la soute, en fait, j'ai envie de le dire comme ça, et qui opèrent les données. Et pour moi, cette différence de perception, elle reflète un, un sujet qui est entre du temps court, qui est celui de la direction qui pense que ça va aller vite et ils sont déjà arrivés là où ils pensaient qu'on était, et du temps long qui est celui de mettre en place tout ce changement de culture, tout ce socle que tu évoquais Mathieu notamment et qui a été évoqué dans l'étude aussi. Et ces transformations-là, je le dis comme ça parce que en fait c'est une frustration pour moi parce que je trouve que ce temps long il est juste incroyablement long, c'est-à-dire transformer la culture d'une entreprise vers une culture data, c'est un chemin très long. Ça prend du temps, c'est beaucoup d'efforts, il faut tout le temps justifier, enfin on l'a vu dans l'étude là. Sortir du ROI alors que le ROI sur la qualité de données, on pourrait en reparler, c'est l'équation impossible à résoudre, enfin très difficile à résoudre. Voilà, donc cette différence de perception, pour moi, elle illustre vraiment ça, ce décalage qu'il y a entre ce que voudraient avoir les dirigeants et ce qui est la réalité de nos terrains, des systèmes qui ne dialoguent pas forcément, qui reproduisent les données, etc. Donc, néanmoins, vis-à-vis de tout ça, il y a des solutions. Il y a des solutions. Nous, on le tire, et vous l'avez compris, en mode décentralisé. Et notre angle, c'est de dire, chaque fois qu'on fait un cas d'usage, eh ben, on se débrouille pour sortir les données de là où elles sont, les aligner et puis les mettre à disposition. Et du coup, chaque projet porte un peu, et c'est l'ambition qu'on a, l'idée, c'est que chaque projet porte un peu les bonnes pratiques et du coup, la mise à disposition des données pour les prochains projets. Il y a une expression, il y a un verbatim que Erwan a relevé. Guiraud, tu fais l'opposition entre les entreprises qui sont au milieu du gué et celles qui ont déjà shifté, qui ne sont pas les mêmes que celles qui sont vraiment nées Oui. data-centriques. Oui, alors ça, c'est un peu un classique. J'ai envie de dire, les entreprises nouvelles qui sont des startups ou déjà sur les sujets data et qui ont construit leur SI là, dans les dernières années, c'est super facile pour elles, hein, pardon, d'être data-centric. Pour des entreprises comme les nôtres, qu'on représente ici aujourd'hui autour de la table et comme les vôtres probablement, c'est pas la même affaire. On a des systèmes silotés qui dialoguent pas, qui reproduisent les données, qui ont des notions différentes, avec des données différentes pour désigner des choses similaires. Donc tout ce travail-là, il est évidemment à faire. Et moi, ce que j'ai constaté dans mes activités parallèles qui sont au sein de la French Tech Corporate Community, donc qui réunit un certain nombre de grands groupes dans des secteurs très différents, c'est que les retailers, par exemple, ont fait le move vers la data beaucoup plus facilement que d'autres, comme nous, les banquiers et les industriels, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont été poussés par le marché en vrai. Hein. Ils ont été poussés par les Amazon et les distributeurs qui fonctionnent sur des logiques de partage de données. Et nous, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, on a du temps long et on travaille à tout ça. Voilà, nos 4 personnes au milieu du gué. On va poser la même question à Philippe. Philippe, qu'est-ce que tu retiens de l'étude? Qu'est-ce que tu t'appropries? Il y a un chiffre, je crois, que tu as retenu. Alors, le chiffre qui m'a interpellé, c'est 37% des entreprises ou des organisations qui partagent toute la donnée utile. Éloigne un tout petit peu le micro de ta bouche. Et alors,
c'est la notion de données utiles. Enfin, COFA, c'est un groupe qui est présent dans plus de 70 pays, avec des cultures, des réglementations complètement différentes. Et l'utilité d'une donnée varie énormément en fonction du pays, du contexte d'utilisation. Donc, arriver à un consensus pour définir ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, ce que je peux partager, ce que je peux réutiliser, ce n'est pas si évident que ça. Ça demande à mettre en place une vraie gouvernance qui prend en compte toutes ces contraintes, les contraintes GDPR, les contraintes Solvency, tout ce qui est réglementaire, etc. Et ça demande à énormément travailler sur la gouvernance et sur l'outillage autour de la gouvernance. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la notion de désilotage et de perte de pouvoir. Donc c'est également quelque chose qui est intéressant, mais c'est, je pense, quelque chose qu'on peut prendre exactement à l'opposé. C'est-à-dire que quelque part, certes, si j'ai une approche verticale, le fait de réutiliser les données d'un silo à un autre, quelque part, je perds du pouvoir parce que la donnée, eh ben, elle va dans un domaine que je ne contrôle pas. En revanche, si je mets en place une gouvernance avec un data owner qui est le décisionnaire par rapport à cette donnée, je vais pouvoir, quelque part, créer une transversalité avec un data owner qui a à la fois un rôle vertical dans le contrôle de la donnée, mais qui a aussi un rôle horizontal dans le contrôle de la donnée qui est réutilisée par les autres. Ce qui veut dire qu'en mettant de la transversalité, on ne dégrade pas le pouvoir du propriétaire de la donnée. Au contraire, on a tendance plutôt à l'accroître et parfois à remettre du contrôle où il n'y en avait pas, parce qu'on pouvait réutiliser des données sans le savoir. Ça arrive, je pense, dans beaucoup d'organisations. Et finalement, si on met une bonne gouvernance avec un vrai data owner au centre, de mon point de vue, on va plutôt accroître le pouvoir des data owners que réduire le pouvoir du data owner tel qu'il était dans le silo. Voilà, donc désilotage, mais en même temps, les silos, avec une bonne gouvernance horizontale, ça peut bien marcher. Si on résume un peu géométriquement ce que tu nous dis. Dernière question, du coup, pour toi, Florent. Chez EDF, qu'est-ce que tu t'appropries particulièrement comme conclusion de cet observatoire? Qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Alors, ce qui a fait beaucoup écho, en tout cas dans l'étude, hein, c'est la question du partage. Mais je pense qu'on l'a partagé d'ailleurs, cette question, où finalement on voit que, enfin moi en tout cas, le partage, c'est mon dada. Parce que je pense que c'est demain, par ce biais-là, qu'on aura vraiment toute la valeur de la donnée. Et donc la question, c'est comment on y arrive. Et on voit que c'est assez compliqué, parce que les gens sont pas convaincus. Et moi, je vois, quand on discute du sujet, la première réaction, c'est pourquoi je partage ma donnée? Puisque la donnée, c'est moi qui la produis, donc je sais que je l'ai. Et donc, pourquoi je la mettrais à disposition des autres? Bon, puisqu'ils n'en ont pas besoin, a priori, ils ne sont pas dans le même métier, etc. Donc, c'est faire comprendre que la valeur, elle va être aussi de l'échange. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est du coup, si je la mets à disposition, demain, ils vont peut venir me voir. Donc, finalement, à quoi je vais servir? Parce qu'ils vont aller directement chercher la donnée. Et donc, mon job, est-ce qu'il a toujours du sens? Donc, il y a le côté humain. Je partage, je perds le pouvoir, c'est ce qu'a dit aussi un peu Mathieu. Et donc, ça, c'est vraiment des sujets qui font beaucoup écho. Et derrière, pour ça, il n'y a pas de recette miracle, hein, c'est d'aller expliquer. On parlait beaucoup de culture, et je partage, hein, quand Guiraud dit il y a le temps long, c'est un peu frustrant. Non, c'est carrément frustrant, parce qu'on a envie d'aller vite, on est tous convaincus parce qu'on est là de l'enjeu, et d'avoir des gens qui le sont beaucoup moins, il faut prendre du temps pour leur expliquer. Il y a, une clé, je pense, qui est importante, c'est l'exemple. Montrer comment, ok, tu n'es pas convaincu que demain, partir ta donnée aujourd'hui commerciale avec les gens qui font de la production, ça n'a pas d'intérêt. Je vais te montrer un exemple où, tiens, tu n'y aurais même pas pensé, voilà la valeur que ça a généré. Et là, les gens commencent à se dire, ah ouais, ah, c'est pas mal ça. Et là, je pense qu'on commence à gagner. Par contre, 1, puis 2, puis 10, et donc c'est là où le temps long va être frustrant. On le comprend, hein, on passe d'une situation où avoir la donnée, c'est avoir le pouvoir, à être powerful, c'est avoir la capacité à aiguiller vers la donnée. Quand on est CDO, en fait, le rôle, c'est de devenir une sorte d'influenceur maintenant. Vous devez aiguiller les gens vers les bons horizons, Florent. Alors, c'est influenceur, c'est en fait un géo.
C'est finalement, c'est comment on organise tout ça. Alors, il y a 2 manières de faire, hein, et la coercition, la contrainte, et cetera. Ça marche, très, très court terme. Quand je dis ça marche pas toujours terriblement et en fait, on tire 0 valeur derrière. Et après, il y a la conviction, la compréhension et c'est là où on va embarquer les gens et on revient à ce fameux temps parce que ça prend du temps et finalement, le CDO, c'est une sorte de géo de la data, hein, qui va montrer, comment ça peut faire plein de choses et comment les gens peuvent s'approprier le sujet, à titre presque personnel, en fait. Alors, entre le géo et le gendarme, parce qu'on a, alors il y a le côté réglementaire où finalement on est plus gendarme que géo, et plutôt géo dans la recherche de la valeur, où là ben, on n'a pas l'appui de la réglementation. Il faut aligner, convaincre, enfin, tout ce qu'on a décrit jusqu'à maintenant, il faut le mettre en œuvre pour pouvoir générer de la valeur à partir des datas. Les deux. Les deux, évidemment, on est dans des entreprises réglementées, donc le côté gendarme, on peut pas voilà, s'en défaire et tant mieux parce que c'est nos obligations. Mais effectivement, on passe nos journées à passer d'une jambe à l'autre, à convaincre par l'exemple, comme tu disais, par l'assistance aussi, en aidant les gens à faire et du coup, voilà, ils sont beaucoup plus efficaces sur leur gestion de données. Et puis le lendemain, boum, on leur met un coup de boulon parce qu'il y a une réglementation qui arrive et il faut documenter une donnée essentielle. Donc voilà, les deux. Donc je vais conclure en disant aussi les deux. Effectivement, on est le cornaqueur de toute la machine pour arriver dans le. Enfin, ça a été dit, hein, à la fois respecter la réglementation parce qu'on est, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je suis dans une entreprise régulée, mais en tirant et en poussant l'organisation à aller dans la bonne direction. Et c'est effectivement une stratégie d'influence principalement qui peut permettre d'y arriver sur la durée. Et comme on le disait, c'est du temps long, donc il ne faut pas braquer les gens, il faut les amener progressivement. Je pense que la notion de progressivité est importante vers la cible qu'on a choisie. Bon, on va passer d'une situation où il y a un silo, un métier, un outil, vers un monde un peu plus transversal. Est-ce que certains d'entre vous ont une question à poser à notre CDO? Est-ce que vous voulez partager chez vous aussi, ça se passe entre le géo et le gendarme? Est-ce que vous voulez poser une question à notre audience? On a un petit peu de temps. Sinon, on a plein d'autres questions pour vous. Moi, j'aimerais vous poser une question par rapport à quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la durée de vie de la data. On n'a pas beaucoup parlé de cycle de vie. Donc j'aimerais que vous nous articuliez une petite réflexion rapide sur ça, le cycle de vie de la data et comment elle vit, elle meurt, elle se perd chez vous. Et est-ce que c'est un problème que vous arrivez à cornaquer? Alors, je vais commencer peut-être sur le cycle de vie de la data. Effectivement, on a forcément un cycle de vie de la data. D'ailleurs, on a un certain nombre de réglementations qui s'y appliquent, hein, les RGPD pour ne pas la citer, mais aussi dans nos systèmes d'information, on a les différents endroits où la data peut exister entre les systèmes plutôt chez nous d'instruction et de pilotage et de suivi. Et finalement, on est encore, et ça revient sur la notion de silo qu'on a beaucoup exprimé, on est encore dans une vision où c'est finalement très segmenté, compartimenté, et où avoir une vision consolidée est quand même assez compliqué. Assez compliqué. Giraude. Guiraud. Guiraud, pardon. J'étais sur Géo du coup. Ouais, c'est ça. Géo, Giraude. Oui, c'est un vrai sujet, le cycle de vie de la donnée. Nous, très concrètement, on en est arrivé à détecter sur des chaînes de valeur, en fait, c'est la même donnée, mais qui se transforme, qui est raffinée. Donc, c'est son cycle de vie. Et finalement, elle meurt jamais vraiment. Donc, elle est initiée, elle a une certaine imprécision, et puis elle se précise au fil du process métier. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on attache la gestion de la donnée, la définition de la donnée au process métier associé dans cette chaîne de valeur-là. Et de manière très concrète, on le documente dans notre dictionnaire comme ça. Donc, il y a différents stages de la même donnée. À telle étape du process, à telle étape du process, et donc elle est nommée différemment, mais ça reste la même donnée.
Donc c'est comme ça qu'on le traite pratiquement, j'ai envie de dire, associé au processus métier. Et l'autre point que j'ai déjà cité, mais que je veux juste explorer, enfin détailler, c'est elle ne meurt jamais finalement, parce que dans nos entreprises, on a notamment des analystes risques qui ont besoin d'accéder à des profondeurs de données très importantes pour pouvoir backtester nos modèles de risque de crédit, de risque vis-à-vis de nos clients. Et du coup, on les kill jamais quasiment, nos données, sauf réglementation RGPD évidemment. On va conclure. On a parlé beaucoup de données, on a parlé beaucoup de process. Guiraud, tout à l'heure, tu nous disais que tu étais frustré. Moi, je voudrais savoir aussi si Florent et Philippe sont frustrés et comment on gère un sentiment. Non, mais en tant que manager, en tant que voilà qu'outilleur, est-ce que la frustration, vous arrivez à en faire quelque chose? Je vous propose un petit dialogue. Alors, je pense qu'on est nécessairement frustré parce qu'on a toujours plus d'idées que de moyens. Donc, ce qui fait que ça crée énormément de frustration. Et il y a énormément à faire dans le domaine de la data. C'est quand même quelque chose qui est relativement neuf, avec assez peu de recul. Donc, on peut imaginer beaucoup de choses. On voit tout de même qu'il y a quand même une sorte de consensus. Quand on fait une table ronde comme ça, on voit assez vite qu'on a quand même les mêmes préoccupations, les mêmes questionnements, les mêmes manques de maturité sur certains domaines. Donc, on a beaucoup de choses à faire avec des moyens limités et un temps extrêmement long, ce qui fait que on est frustré. Alors, frustré, oui, forcément, pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'est que finalement, et c'est un peu d'ailleurs une des conclusions de l'étude, entre la perception des gens sur la rapidité, on va dire, on parle beaucoup de data, c'est devenu super à la mode, on voit plein d'exemples. Donc, on va dire, tous nos patrons ils disent moi, je veux ça, moi, je veux ça, moi, je veux ça. Ouais, mais pour tout ça, il faut avoir préparé en amont plein de choses, et ça, personne n'en parle jamais. Et les meilleurs exemples, je pense, il est génératif, on en a parlé beaucoup. Et combien on fantasmait sur tout ce que ça allait permettre de développer en termes de productivité. C'est quasiment, on pouvait tout remplacer avec l'IA générative. On commence à se rendre compte que il faut des contextes, ça coûte cher. Bref, tout ça fait que on est un peu, on est conscient de tout ça, mais en même temps, on a envie d'aller vite parce qu'on voit que si on va pas vite, on perd aussi un peu de crédibilité. Et puis, la frustration, c'est aussi un vecteur je dirais, de performance, parce que comme on est frustré, on va à l'essentiel, et quand on va à l'essentiel, on devient très performant. Et donc, la frustration, ça va être aussi un moteur de performance, même pour nous, parce qu'on laisse de côté les trucs qui sont certes intéressants, mais qui ne produisent pas de valeur, pour se concentrer sur des choses qui produisent de la valeur à court terme, tout en ayant cette vision quand même un petit peu plus lointaine de demain, comment ça va se passer, parce qu'on sait que le temps, il va être forcément long. En fait. En parlant de frustration, il y a un verbatim, une anecdote, Mathieu, que toi tu relates dans l'étude, où tu parles du rapport qu'il y a entre d'un côté un top manager, un patron qui demande une info et qui a de la data résumée hyper rapidement en une phrase, en un fichier Excel très clair. Et derrière, en dessous, les gens qui sont noyés, ceux qui sont dans la soupe dont tu parlais tout à l'heure, Guiraud, au milieu de 1000 data et qui, eux, pour avoir une réponse à une question, mettent 5 jours pour cruncher de la data et l'analyser. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes frustrations? En l'occurrence, c'est pas totalement ma frustration, c'est plus la frustration des gens. Et donc, peut-être pour rebondir, on a des frustrations, mais c'est aussi l'organisation finalement qui a des frustrations sur l'utilisation de la donnée. Donc effectivement, cette anecdote, moi, j'ai plusieurs exemples là-dessus où on a le top management qui demande quelque chose et donc tout de suite ça part avec une équipe du hello processing où il y a plein de gens qui manipulent plein de données dans tous les sens, en courant dans tous les sens, et donc on finit par sortir le rapport. Et donc finalement, le top management a l'impression que ça marche bien puisque ils ont leur rapport. Et on leur raconte la belle histoire qu'ils voulaient avoir, ou en tout cas la réponse à la question qu'ils avaient, dans un temps qui est finalement acceptable. Par contre, derrière, la question, c'est comment on y est arrivé à cette réponse. Et c'est souvent par des équipes, des manipulations diverses et variées, souvent sous Excel, des extractions, des batailles de chiffres et d'experts sur la définition de l'indicateur, et ainsi de suite. Donc, voilà, je ne vais pas faire trop long, mais c'est un vrai, enfin, il y a une vraie différence, et je pense que ça a été vu dans l'étude d'ailleurs, la différence de perception sur est-ce qu'on est avancé ou pas sur la donnée. C'est un vrai sujet. Alors bien sûr, on ne peut pas tout préparer à l'avance, hein, il faut avoir un temps d'avance si possible, mais
pour pas tout avoir organisé de facto. Mais c'est vrai que quand on investit sur les fondations, qu'on pense des modèles, des cycles de vie de la donnée, on est dans une meilleure posture pour pouvoir rapidement répondre à ce genre de questions. Et après, il y a la question de l'accessibilité de la donnée, comment rendre les données utilisables, utiles pour les utilisateurs, y compris le top management. Et je conclurai en disant que finalement, un des points importants pour moi, c'est aussi de faire en sorte que les indicateurs du top management soient aussi visibles par toutes les strates de l'organisation, parce que ça permet aussi de mettre sous tension l'organisation sur des indicateurs qui sont partagés et qui sont donc un peu plus industrialisés. Si je peux me permettre, Florent. parce qu'il y a un point, effectivement, quand tu dis, Mathieu, c'est la data, c'est aussi un super révélateur, quelque part, des dysfonctionnements de l'entreprise, ou en tout cas des points d'amélioration de l'entreprise. Et j'ai un exemple très précis en tête, parce que je l'ai eu cet après-midi. La question qui était posée par un top manager, c'est quoi les clients d'EDF? Ah, ça va être facile, finalement. Bah, et les données, elles existent. La première des questions, c'est quoi un client? Et quand je vais voir les gens qui s'occupent du marché des clients particuliers, les gens du marché d'affaires, je vais voir des gens chez Dalkia qui s'occupent plutôt de services énergétiques, ils ont tous des visions différentes de ce qu'est le client. Et le top management dit, mais c'est pourtant facile, un client, c'est simple, il t'explique ce qu'est le client. Et là, bah en fait, la vraie question, c'est le métier. Comment il définit le client? Et nous, côté data, on n'est pas des magiciens. Et si côté métier, ils ne sont pas capables de faire ça, nous, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est intéressant de voir comment, finalement, la data, elle met ça en exergue. Et la frustration, c'est que parfois, on nous demande de régler le problème, alors qu'on est juste le messager et surtout pas le. On n'est pas armé, d'ailleurs, on n'est pas des acteurs métiers qui connaissons le sujet, qui pourront apporter la réponse. Ouais, juste en rebond sur ce point-là, effectivement, nous, on a les mêmes problèmes. Pourtant, on n'a pas forcément beaucoup de clients, mais on a des vraies difficultés à définir, par exemple, le client logement social. Mais en fait, qui sont-ils? Il y en a 605 en France, donc on peut se dire quand même c'est pas si compliqué que ça à les trouver, mais on a d'énormes difficultés à s'aligner sur quelle est la réelle définition que l'on a derrière ce segment de clientèle. Et donc ça amène à des débats passionnés. Et la problématique, c'est qu'effectivement, il faut trancher. Et comment on arrive à trancher dans l'organisation? Enfin, une question finalement de gouvernance pour s'aligner sur un objectif, une grille de lecture qui soit commune. Et là, je pense qu'on a notre rôle de gentil organisateur qui, qui ressort, puisque notre rôle dans ces cas-là, enfin, vous l'expérimentez peut-être aussi dans vos organisations, c'est de mettre l'ensemble des experts autour de la table, de se mettre d'accord sur une ou des définitions, ou en tout cas une définition cœur, et ensuite qui est déclinée en fonction des états que j'évoquais tout à l'heure. Et on pose ça, et on le met dans le dictionnaire, et on avance. Et on passe à l'étape d'après. Et notre rôle, il est vraiment là, pour moi, d'organiser et de faire dialoguer les experts pour partager les vues et avancer. Ouais. Alors, je suis pas sûr qu'on soit géo là-dessus, c'est qu'on met de la lumière sur un dysfonctionnement. Et on n'est pas très gentil quand on fait ça. Et donc, la perception de nos clients, on va dire, je pense elle est plutôt à ce niveau-là. Non, mais on organise au moins. Alors, in fine, on arrive à quelque chose voilà, qui n'aurait jamais existé si on n'avait pas soulevé ces problèmes-là. Voilà, c'est le désagréable organisateur. Ce qui nous réunit tous ce soir, c'est quand même Open Data Soft. Je ne sais plus où est passé Jean-Marc, qui avait un pull et une veste tout à l'heure, donc peut-être qu'il est bord de chaud. Non, il est là. Jean-Marc, la vision ultime d'Open Data Soft, c'est le guichet unique qui marche pour tout le monde. C'est la data tellement bien organisée et tellement démocratisée que finalement, voilà, il y a un one-stop shop pour tous. Le guichet unique, chez vous, c'est pour quand? Et ça ressemblerait à quoi, Florent, EDF? Je suis pas sûr qu'un guichet unique ait du sens, en tout cas général, mais des guichets pour les métiers, oui, très clairement. Simplement, l'utilisateur, enfin, limite, c'est alors le fantasme qui n'est pas que le mien, c'est l'Amazon de la donnée. J'arrive, je dis je veux ça, j'arrive, je le prends dans mon catalogue, enfin dans mon panier, hop, je la récupère, je la croise et tout ça sans rester au-delà de ma page web. Ça, c'est le fantasme de beaucoup de gens d'en haut, d'en bas aussi, mais il y en a certains qui voient que c'est pas forcément facile à faire, d'autres qui trouvent que c'est super facile. D'ailleurs, Amazon l'a fait. Et je parle pas d'Amazon, le clouder, hein, je parle de la plateforme de retail. Ceux qui faisaient du DVD à la base, c'est ça?
Philippe, chez Coface, ça ressemblerait à quoi le guichet unique Coface Data? Alors, c'est pas une question facile. Nous, dans notre ambition, c'est de créer un virtual data lake, donc de créer des interfaces d'accès aux données de façon à pouvoir, in fine, vulgariser la consommation de données auprès de l'ensemble des employés. C'est long parce que ça demande, comme je disais en réponse à la première question, une bonne qualité, en tout cas une qualité maîtrisée. Ça demande à construire une data platform qui permet d'avoir une vision sur l'ensemble des données. Et puis, ça veut dire créer des canaux de distribution de façon à ce que tout à chacun puisse consommer la donnée via des outils de data vise, des outils cloud ou des outils d'intelligence artificielle. Donc ça demande du temps, ça demande de la structuration et ça demande à travailler couche par couche de façon à arriver à cette étape ultime qui est d'avoir des interfaces, des canaux de distribution qui sont consommables directement par tout à chacun. Peut-être pas un guichet unique, mais alors plutôt une notion de self-service aussi chère à Open Data Soft, Guéraude. Self-service, oui, c'est encore au niveau du rêve, en tout cas chez nous, sauf sur des petites verticales, très spécialisées. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas complètement, me semble-t-il, décorréler l'accès à la donnée de l'expertise et surtout de l'usage de ces données. Parce qu'une donnée en soi, si elle n'est pas, qualifiée par rapport à son usage, finalement, on n'est pas sûr de savoir l'utiliser à bon escient. Donc on peut toujours se dire: «On va tout documenter, on prend cette donnée, on va mettre tous les usages en face, machin», et mettre tout, autoporteur. J'y crois pas vraiment, on aurait des dictionnaires de fous là et on y passerait des siècles. Donc nous pour l'instant, ce qu'on fait quand même, c'est qu'on met le nom du data owner ou du data manager. Au moins comme ça, on sait qu'il y a quelqu'un qu'il faut appeler. Enfin, on reste quand même des humains. Moi, j'y crois quand même encore beaucoup. Voilà, donc le self-service, jusqu'à un certain point, parce qu'il faut quand même connaître le contexte d'utilisation des données pour être certain de leur bon usage. Bon, là, on est sur un Wikipédia de la donnée, du coup. Mathieu, ça donne quoi chez toi? Alors nous, c'est quand même un self-service qui est segmenté par type de profil. C'est-à-dire qu'on a vraiment une dichotomie entre des profils très bas niveau, en termes de connaissance de la data et de l'acculturation de la data, où on fait des choses très simplistes, en particulier avec Open Data Soft, et des choses beaucoup plus complexes, où avec par exemple des actuaires ou des data scientists ou des data analysts, on a d'autres types d'outils qu'on a mis à disposition. On le fait aussi par compartiment de données. Il y a des données qui sont plus faciles à manipuler que d'autres, donc qu'on expose plus facilement. Et après, pour moi, il y a un aspect important dans le self-service, c'est qu'il faut quand même que ça soit gouverné. Alors, c'est peut-être un peu en réaction à ce que dit Jérôme, mais le point, il est d'avoir à chaque fois un data owner qui est capable d'être le point de discussion sur des données et des data stewards qui permettent d'accompagner les consommateurs des données sur leur usage. Sinon, on peut avoir des problématiques, notamment d'usage de données à mauvais escient ou mal maîtrisées. Et donc ça, comme on est une industrie quand même très réglementée, bien sûr, il y a un certain nombre de données de la tenue de compte, par exemple, qui font partie qui ne sont pas en self-service. Jean-Marc, en 2025, tu as développé avec ton équipe un guichet unique pour répondre à toutes leurs problématiques. On est déjà dessus, hein. Oui, en fait, l'analogie avec le e-commerce et avec les marketplaces, j'aime bien parce que c'est notre vision. Alors, au-delà de ce à quoi on s'attelle en termes de mission, c'est d'essayer de résoudre humblement avec notre solution une partie des problèmes. Et comme les sujets de marketplace ou de e-commerce ne se sont pas faits en un jour, hein, je pense que si on essayait de regarder comment étaient les sites de e-commerce il y a 5 ans, il y a 6 ans, ils n'étaient quand même pas tout à fait au même niveau de l'expérience aujourd'hui. Je pense que il suffit de prendre, quand on va sur, et pas forcément Amazon, mais Darty ou la Fnac, qui d'ailleurs sont souvent utilisés par les mêmes plateformes, hein, technologiquement. Avant, on trouvait que des produits de Darty. Maintenant, on trouve des produits de Darty et d'autres vendeurs. Donc, c'est-à-dire que les product owners sont variés. C'est un peu la même analogie et type d'expérience qu'on veut proposer. Et ça ne s'est pas fait en un temps. Et de la même manière qu'on a tous appris dans notre vie personnelle à utiliser ces solutions, aujourd'hui on est assez habitué à naviguer dans un catalogue, à chercher, à trouver, à filtrer, à catégoriser, à savoir si la donnée, le produit
vient de Darty ou est-ce qu'elle vient d'un vendeur tiers, etc., et d'interagir avec maintenant dans des expériences complètement sans couture, bah, c'est tout ce chemin-là qu'on croit qu'il est nécessaire de faire et on s'attelle, nous, avec nos solutions, à le rendre possible au niveau de la donnée. Et ça va évidemment pas se faire de la même manière qu'on soit dans un environnement B2B ou B2C. Vous n'avez pas tous les mêmes données, de la même manière que quand on fait du e-commerce, des fois on achète des produits, on fait de la location, du service, enfin on n'a pas tous les mêmes expériences, mais en revanche, la nature des solutions sous-jacentes sont les mêmes. Donc c'est ça qu'on rend possible et en tout cas on est ravis pour certains d'entre vous, hein, ce n'est pas le cas de tous, hein, en tout cas de vous aider à le faire et évidemment on a de plus en plus de clients. Alors dans vos secteurs d'activité, effectivement, grandes entreprises un peu régulées, peut-être qui sont régies par du temps long parce qu'aussi il y a le cadre réglementaire, mais de plus en plus de secteurs également dans la sphère de l'administration, des entreprises du retail qui, même si elles sont en avance, elles se rendent compte qu'elles ont développé par elles-mêmes un certain nombre de solutions. C'est bien de le faire soi-même, mais à un moment donné, si on veut standardiser et passer à l'échelle, il faut aussi se doter d'outils sur lesquels 100% du temps est consacré, ce qui est notre cas en tout cas pour Open Data Soft. Voilà, vous voyez, Jean-Marc est sur le SAV, donc si vous avez des questions, il est aussi dispo. Merci beaucoup à tous les quatre et à Jean-Marc, on peut tous vous applaudir. On va changer de mode. On a 2 personnes ici avec des problèmes et donc on va transformer nos CDO en coach. On a 2 personnes avec des problèmes peut-être dans lesquels vous allez vous retrouver, Lila et Frédéric qui sont au premier rang. Ce qu'on va faire, c'est que dans les 10 prochaines minutes qui viennent, Lila et Frédéric vont chacun nous soumettre ce qu'on appelle un data case, un business case et nos coachs vont répondre à ces problèmes. Lila, bonjour. Présente-toi rapidement et explique-nous ton problème à toi, en tout cas ce que tu envisages comme problème. Et puis c'est Philippe et Mathieu qui vont te répondre. Donc, je me présente rapidement, je suis Data Privacy Manager. Donc, j'ai une tonne, enfin une plâtrée de réglementation parce que donc, je suis chez GRDF, donc on est un secteur évidemment régulé de toutes parts. Il y a un paquet législatif qui arrive, qui est gros comme un bras aussi, l'AI Act, la stratégie européenne, voilà, sur le partage de données. Ce sujet de la conformité, il est souvent vu comme un sujet qui n'est pas sexy. C'est souvent le bâton. Pour le faire, bon, on sait qu'il faut le faire, mais en fait, la motivation première, c'est de ne pas se prendre une sanction, ne pas mise en demeure, voilà, mesure de publicité, on est montré du doigt, oh là là, etc. Bon, bref. Par contre, dès qu'il s'agit de voir comment on peut le faire, on ne voit pas des liens évidents avec la gouvernance. Or, quand on ouvre le capot, en fait, on va parler de quoi? On va parler de cycle de vie, on va parler de qualité de données, on va parler de finalité potentiellement, mais donc ça va être des valeurs, de la valeur ajoutée finalement liée au use case. Donc je voulais savoir comment vous, dans vos organisations, vous avez pu travailler sur cette synergie entre les 2 sujets. Est-ce que c'est acquis? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est évident chez vous? Est-ce que vous avez des freins? Est-ce qu'il y a des leviers qui fonctionnent bien? Est-ce que dans les outils, vous avez réussi à traduire concrètement de manière tangible le fonctionnement de ces 2 sujets? Est-ce que le CDO, DPO, CISO, enfin voilà, tous les chiefs, etc., quelque chose, voilà, voient tous le sujet, alors sous leur angle de vision, mais avec évidemment un objectif commun. Et voilà, ils sont tous convaincus que il y a une complémentarité parfaite, on va dire, entre les sujets. Ok, je vais résumer. Donc, où en sont les entreprises en termes de maturité entre, d'une part, sur les synergies entre gouvernance d'une part et conformité de l'autre. C'est ça? Ok. Mathieu, tu vas répondre et tu vas essayer de faire une réponse plus courte que la question de Lila. On peut applaudir quand même. C'est très courageux de travailler. Merci Lila. Alors, la conformité est un vrai sujet parce que effectivement, c'est pas un sujet sexy. Cependant, alors on est régulé, donc il faut le faire. Et je pense que il faut le répéter. C'est une notion d'acculturation de répéter, de dire que oui, il faut le faire et que on s'en sortira que si on arrive à répondre à ces questions-là, aux injonctions de tous nos corps de contrôle qu'on peut avoir et des superviseurs qu'on peut avoir. Nous, on l'a fait en particulier dans notre catalogage de données, dans notre dictionnaire de données, où on a typé chaque donnée, chaque paquet de données, et après on a typé chaque donnée en fonction de sa classification RGPD, de sa classification sécuritaire avec le CISO et avec le DPO, et on s'astreint à avoir avoir des mesures régulières, et dans chacun de nos data office avec nos data owners,
on suit l'évolution de ces indicateurs-là et on est supporté par nos corps de contrôle, donc l'audit, le risque sur ça, pour remettre un petit coup de fouet, si nécessaire, sur ces aspects-là. Et il faut aussi expliquer au métier que la conformité, ok, c'est difficile et tout ça, mais il y a aussi plein de... On peut en tirer valeur, c'est-à-dire que en clarifiant la relation avec le client, avec les partenaires, ça permet aussi de trouver des opportunités métiers, de mieux expliquer peut-être ce qu'on fait avec les données des clients et ou des partenaires, et donc d'imaginer des modalités d'action qui sont peut-être plus claires, plus transparentes, et voire même poser la question de est-ce qu'on a le droit d'utiliser vos données, monsieur le client, pour faire telle ou telle chose, de manière très claire et transparente. Et on n'est pas à l'abri que certains disent oui. Donc, synergie entre gouvernance et conformité. Ton regard, Philippe? Alors, ce qui peut être vu comme quelque chose, comme une contrainte, peut être tourné en avantage. C'est quand même une énorme opportunité de collecter de la donnée qui avant était répartie, fortement répartie. Et donc, c'est une opportunité de récupérer un contenu qu'on va pouvoir réutiliser dans d'autres, pour d'autres usages. Et quelque part, on devient assez central quand on est CTO et qu'on commence à attaquer ces sujets-là, parce qu'on va collecter des données de sécurité, des données personnelles, des données d'autres réglementations, et on va construire une base de connaissances des données qu'on a dans la maison. Et in fine, obligatoirement, à un moment, ça va intéresser d'autres personnes. Donc, c'est essayer de faire la balance entre les deux, entre le côté contrainte et le côté j'impose quelque chose, mais en même temps, faire miroiter le fait que demain, ça va être utile. Alors, plutôt au top management, mais aussi aux gens qui vivent la donnée au quotidien. De dire j'ai un catalogue des données, par exemple, c'est quelque chose qui est fortement apprécié. Nous, on a mis en place un catalogue des données et on a 36% des employés qui se connectent dessus. Alors qu'on ne s'attendait pas à avoir un taux d'adoption aussi haut, en fait. Lila, ça te va comme réponse? Le problème qui revient, c'est le catalogue de données et ça, voilà. On est dessus aussi. J'ai d'ailleurs mon collègue derrière qui travaille sur ces questions-là. Donc voilà, l'outil est important et avec l'outil, on peut faire et de la conformité, de la gouvernance et voilà, ça c'est intéressant. L'outil et la gouvernance aussi, hein. Enfin, il faut les deux, les processus qui vont ensuite. On a un deuxième coaché avec des problèmes. C'est Frédéric. Bonsoir Frédéric. Tu vas nous résumer ta situation. On va parler addiction avec toi. On va parler addiction. On parle de ma vie personnelle, c'est ça? Non. Bonsoir, donc Frédéric Vidal. Donc moi, je suis data manager depuis 18 ans chez Total Energy. Donc une boîte qui est très très data centrée, je pense, eu égard à ce que j'ai entendu ce soir. Et donc je travaille spécifiquement à la stratégie d'investissement dans le secteur des énergies renouvelables. Et donc chez Total, c'est une branche qui grossit énormément. On fait beaucoup de rachats d'entreprises. Bonsoir monsieur. Je vois qu'on me prend en photo. Et donc, avec ces entreprises, elles viennent avec leur système d'information propre, donc avec des typologies de données qu'on connaît très bien, mais avec des systèmes différents, donc des systèmes hétérogènes. Et la grande problématique aujourd'hui, c'est comment on collecte toutes ces données et en fait, on les consolide, on les rend plus hétérogènes. Donc, c'était plutôt un retour d'expérience si vous en aviez. Sur vos pratiques et aussi sur la conduite du changement, puisque en fait, on va devoir acculturer, donc c'est un peu votre rôle en tant que Chief Data Officer, d'acculturer des gens qui viennent de cultures d'entreprises différentes pour avoir une pratique sur la donnée commune. On va pas parler addiction, on va parler addition en fait. Addition Ah de oui. systèmes d'information différents. Mais addiction aussi à la donnée. Guiraud, est-ce que tu as un élément de réponse pour Attendez, Frédéric? juste, je finis. Je vais rajouter une chose parce qu'il y a monsieur chez EDF et ça va se rapprocher un peu de notre problématique. Pour donner un cas d'usage très, très simple et très clair, et qui doit être le même chez monsieur, c'est qu'on produit du mégawattheure, on produit de l'énergie, donc par de l'éolien, du solaire, ce qu'on veut. Et ben, la question simple que pose le data management, c'est OK, en 2024, on a produit, nous, combien? C'est pas si facile que ça de répondre. Bon, alors on va commencer avec toi, Florent, Voilà. EDF, entre Parce que c'est métiers détendu. régulés et qui produisaient de l'énergie. Mais effectivement, alors c'est une question qui peut se voir soit à l'aune des filiales, des entreprises qu'on rachète, hein,
ou même dans des grosses structures, hein. Je pense que toute grosse entreprise, on a parlé de silos, donc je ne vais pas revenir dedans, mais c'est des formes d'entreprises un peu particulières en interne. Bah, la première question qu'il faut se poser parfois, c'est est-ce qu'il faut consolider ou est-ce qu'il faut simplement connaître? Et aujourd'hui, nous, on est plutôt dans la démarche de, on ne cherche pas à consolider, on veut juste savoir où ça se trouve pour savoir comment après y accéder. Donc, il y a la question technique de l'accès, mais déjà de savoir que ça existe, hein. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, sur un de nos enjeux. Et le fait de consolider, on se rend compte que ça a peu d'intérêt parce qu'avoir l'espèce de gros machin là qui devient juste ingouvernable, qui devient comment dire, techniquement complexe et en plus, dès que ça touche, enfin, dès que ça tousse, pardon, dès que quelqu'un y touche, ça tousse et donc ça met plein de gens en difficulté. On considère que c'est pas la bonne solution. Donc, probablement, un des enjeux, c'est de se dire bah, comment on va chercher l'information, comment on la collecte et quelle est l'information qui est intéressante. Là aussi, tout n'est pas intéressant, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. Tout savoir n'a alors, c'est intellectuellement très intéressant, pratiquement, souvent peu utile. Et après, à la question, bah, c'est quoi, combien on produit? Bah, ça, c'est la grande question. Et on en revient, ça veut dire quoi produire? Parce que est-ce que c'est le mégawatt sorti du turbo-alternateur? Est-ce que c'est le mégawatt plongé sur le réseau? Et là, il faut que les experts et que les acteurs se mettent d'accord sur le sujet. Et après, on pourra leur dire, bah, ça, la donnée, elle est à tel endroit. D'où l'intérêt de bien la cataloguer pour que derrière, les gens ne la confondent pas. Pas juste trouver la data, c'est trouver la bonne data. Guiraud, comment on se repère en fusionnant différents systèmes d'infos? Comment on fait? Bah, un peu en ligne avec ce que tu viens de dire, je pense que, l'utopie d'avoir un méga modèle, supra-modèle de données au-dessus de tous nos systèmes, ben, en vrai, on n'y arrivera jamais, à ces espèces d'ontologies, je connais un petit peu le sujet. C'est un peu une utopie en vrai, c'est le chantier est tellement énorme que je pense qu'on n'y arrivera jamais donc enfin, c'est ma conviction, mais c'est pour ça que nous, on le tire, je pense en lien avec ce que tu disais, par les usages finalement. Et il y a des usages transversaux qui nécessitent d'aligner des notions. Ok, bah donc on le fait. On se dit, bah, les mégawatts. Alors nous aussi, on a des histoires de mégawatts puisqu'on regarde les impacts énergétiques de nos clients pour pricer nos financements. Donc on se met d'accord en fonction des besoins et on fait du cas par cas, par cas d'usage. Après, ça c'est à la couche donnée, j'ai envie de dire. Mais pour répondre à ta question, il y a évidemment des sujets de système et d'accès à la donnée plus que de notions. Et là, bah, il y a des solutions Lake, voilà, de mise à disposition des données, mais encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va consommer. Donc, on a eu des stratégies et on a encore des stratégies de Lake de données, de points de distribution de données partagés pour essayer de résoudre ça. Mais ça reste drivé par les usages et non pas un espèce de tout en un qui mettrait toutes les données exposées et auxquelles enfin, en tout cas, moi, je ne crois pas trop. Frédéric, est-ce qu'on t'a répondu? Bah oui, en partie en tout cas. Ouais. Et c'est une longue discussion quand même. Oui, alors tu es dos à la salle. Moi, je vois l'état de déliquescence de tout le monde. Donc, je propose qu'on ne fasse pas trop dans la longueur. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a une question pour nos CDO ou pas? Si. Bonjour, vous vous appelez comment? Bonjour, merci, je m'appelle Michel Taille. J'ai une question, est-ce que vous avez déjà des sujets de RSE, de empreinte carbone des données? Parce que les données génèrent beaucoup d'empreintes carbone et on est dans un souci d'écologie, etc. Est-ce que vous avez déjà été impliqué? C'est un de vos sujets. Je vous propose, merci beaucoup pour ta question. Je vous propose de faire une réponse assez courte. Guiraud, tu as le micro, alors commence. Alors, je pense que je vais passer le micro à d'autres parce que moi, je me repose sur ce que fait notre organe central chez nous sur ces sujets-là qui sont très liés à l'IT. Hein. C'est pas que stocker les données, c'est aussi les processer. Ce que fait par quoi? Excuse-moi, j'ai pas compris. Pardon, notre holding, j'ai envie de dire, la société BPCE qui est au-dessus de Natixis. Mathieu, à toi. Donc, oui, nous, on a ce qu'on appelle Green IT, donc un programme Green IT, on devrait donc dire informatique verte, pour la Caisse des dépôts, sur ce sujet-là, qui est drivé par l'informatique. Et on a aussi le pendant qui est qu'est-ce que la data peut apporter à la partie verte, et sur lequel on a un certain nombre de sujets qu'on a mis en œuvre sur la rénovation énergétique, par exemple, des bâtiments publics.
Alors, aujourd'hui, de mon côté, on a assez peu d'impact. Donc, on est plutôt sollicité via le catalogue des données pour avoir de l'information. Mais en termes de gouvernance, on n'a pas d'action à ce stade. Allez, je vais finir le tour. Côté EDF, en fait, il y a 2 ans, on a été labellisé numérique responsable. Et dans le cadre de cette démarche, donc on a commencé petit, on a étendu cette année au périmètre de la data. Et typiquement, on commence à introduire chez nos data scientists, etc., des questions de score carbone dans leurs travaux, dans leurs modèles, pour essayer d'introduire cette dimension en fait RSE très concrète. C'est vraiment concrètement combien ça coûte, qu'est-ce que ça génère, et ça modifie les pratiques. Typiquement, est-ce que j'ai besoin d'un jeu de données qui fait 100 millions de données, là où finalement un qui en ferait 50 000 pourrait suffire? C'est sûr, ce sera vachement mieux, mais est-ce que c'est vraiment utile? Et c'est toutes ces questions-là qu'on va tracter, qu'on va chercher à tirer avec ça. Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, j'ai oublié, alors c'est un peu le pendant côté métier, mais on a énormément de régulations qui sont en train d'arriver, hein, avec la taxonomie verte, le CSRD. Donc on a bien sûr des projets autour de ça, et notamment sur la collecte des données. Quelles sont les données qu'il nous faudra de l'écosystème, de là où on investit, pour arriver à répondre à toute cette analyse. Et donc ça, c'est un vrai gros sujet qu'on a encore devant nous. Enfin, c'est que le début, mais c'est un sujet qui va être passionnant parce que ça va nous obliger à avoir énormément de données de nos actifs pour pouvoir les combiner. Ça te va comme réponse? Est-ce que quelqu'un a une question aussi à adresser? Il nous reste quelques minutes. Sinon, on enchaîne. On pourra poser quelques questions à la fin de la séquence si vous voulez. Merci beaucoup à tous les 4. Merci Mathieu, merci Guiraud, merci Philippe et merci Florent pour ces réponses tout à fait détaillées, d'avoir partagé un petit peu votre vie de CDO, vos problèmes et puis aussi quelques-unes des solutions. Je vous propose, pour finir cette petite réunion du jeudi soir, d'accueillir une dernière speaker, Asma. Asma, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? On va se dire tu. Asma Malak, on peut applaudir aussi, s'il vous plaît. Bonsoir, Asma. Asma, eh bien, écoutez, elle vient de la science politique. Et elle va nous porter un regard d'ouverture, enfin de clôture plutôt, sur ce qu'on s'est dit un petit peu ce soir. Asma, parle-nous de toi en quelques secondes. Je me présente. Merci beaucoup déjà de m'avoir, comme on dit en mauvais français, ce soir. Et qui je suis? Donc, je suis politologue et je travaille plus spécifiquement sur toutes les questions, les enjeux politiques, géopolitiques, de gouvernance démocratique, de souveraineté, liés, disons, à la question technologique et plus exactement à l'objet géant technologique. Et donc, toutes ces nouvelles formes de pouvoir, de puissance qui sont en train de se mettre en place avec les États. Et donc, toutes les nouvelles structurations, catégories du politique que ça suppose et que c'est en train de construire. On va prendre un petit peu de hauteur dans les quelques minutes qui nous restent ce soir, Asma. Tu vas poser ton regard sur qu'est-ce que signifie une intelligence artificielle moderne et comment on peut raccrocher ça au wagon de notre discussion. Donc, vous êtes sans doute un public très averti sur ces questions-là, et malgré tout, moi, ce que j'aime toujours répéter, ce que je dis à mes étudiants de façon un tout petit peu obsessionnelle, c'est que l'intelligence artificielle, ça veut rien dire. Et ça veut rien dire parce que souvent, on le comprend, on l'appréhende comme, en anglicisme, et vous ne m'en voudrez pas, je crois, comme une espèce de IA as a concept, donc comme quelque chose de monolithique, d'essentialisé, qui fonctionnerait selon des caractéristiques complètement solide et indiscutable. Et en fait, c'est pas du tout ça l'intelligence artificielle. La première chose, c'est que c'est un domaine scientifique et qui n'a strictement rien de nouveau. Et pour être tout à fait précise, les premières traces qu'on a, c'est 1943. Et c'est bien avant Alan Turing, en réalité. Je sais qu'il y a un peu la tarte à la crème, Turing, parce que bon, il y a quelque chose de très drama dans le personnage. Mais le premier article, c'est donc 1943, McCulloch and Pitts. Puis va arriver en effet Turing, puis va arriver la DARPA, qui est l'agence d'innovation du Pentagone, qui va financer ça en pensant qu'elle allait très vite,
trouver des applications militaires à ce domaine de recherche qui se posait une question. D'ailleurs, domaine de recherche interdisciplinaire, vous aviez plein de trucs, des mathématiciens, des informaticiens, les neurosciences, des psychiatres, etc. Et, et avec une question, est-ce qu'on était capable, la première question qu'on s'est posée, donc 1943, c'est est-ce qu'on pouvait mettre en équation mathématique le fonctionnement du cerveau, disons notre activité cérébrale d'humain. Puis Turing va arriver en se disant, est-ce qu'une machine pourrait reproduire l'intelligence humaine et même une certaine forme de conscience. Et au fur et à mesure, on a évolué comme ça dans les questions, mais elles ne sont pas nouvelles. Et puis pourquoi j'évoque la DARPA? Pour vous expliquer que ce sont des usages extrêmement applicatifs, mais surtout, dès le départ, c'est ce qu'on appelle des technologies duales, hein, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois et dans le même temps civiles et militaires. Et ça, c'est absolument essentiel à garder ça en tête. Même quand vous faites, vous êtes derrière votre PC à faire ou votre téléphone ou je ne sais derrière quoi d'ailleurs à faire votre job, il y a toujours une dimension, quoi que vous en pensiez et quoi que vous croyez, politique derrière. Et de façon beaucoup plus pragmatique pour vous peut-être sans doute, vous, non pas pour le job que vous faites, mais vous parce que vous êtes en France et parce que vous êtes en Europe, c'est la question de la souveraineté, notamment. Mais on y reviendra peut-être. Donc c'est un très vieux domaine et en fait, on parle en général, et pour être très... et je terminerai là-dessus, parce que je crois que sur la définition, il faut être un peu bref, parce que ce n'est pas l'essentiel du propos, mais dans les textes sérieux, c'est-à-dire dans les textes de droit, le Conseil de l'Europe, etc., on ne parle pas tant d'IA que de systèmes au pluriel d'intelligence artificielle ou, en réalité, plus exactement, de systèmes algorithmiques au pluriel. Et dès l'instant où on a dit ça, on comprend le niveau d'outillage. C'est un outil avant d'être une espèce de concept fantasmatique. Un outil au service de notre puissance. Nous, en tant que travailleurs, en tant que citoyens, en tant que Français, qu'est-ce que tu peux poser comme regard là-dessus? Le regard sur vous, utilisateurs, citoyens. Si on va directement sur la question de la souveraineté, c'est peut-être ça que ça peut poser. L'intelligence artificielle comme enjeu, si vous voulez, politique ou plus exactement géopolitique aujourd'hui, c'est d'abord un enjeu militaire parce que ça cristallise toute la rivalité géostratégique entre États-Unis et Chine. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, l'échiquier géopolitique est complètement fragmenté. On est entré dans un monde multipolaire et en fait, c'est un peu la fin de l'histoire. Enfin, c'est la fin de la fin de l'histoire. Et de Fukuyama, j'entends, c'est-à-dire que ce n'est plus la prédominance de l'Occident, mais c'est au contraire une espèce de décentrement ou en tout cas un éclatement des puissances. Et à ce jeu-là, vous avez les États-Unis qui sont dans une stratégie de préservation de puissance, qui sont chahutés par la Chine. Et la dimension militaire est absolument fondamentale parce que se joue la suprématie des technologies. Donc c'est en gros, le premier qui dégaine a pris le pas sur l'autre. Or, pour dégainer le premier, vous ne pouvez pas aujourd'hui le faire sans intelligence artificielle pour une raison très simple. C'est qu'on a mis en données le monde. On a une dataification d'à peu près tout. Vous êtes extrêmement bien placé pour le savoir, mais en réalité, tout a été mis en données. Les champs de guerre, vos émotions, votre intime, vos vies privées, les données industrielles, les données militaires, tout est mis en données. La donnée en elle-même n'a que peu d'intérêt. Ce qui compte, c'est que par les systèmes algorithmiques, elles deviennent information et si possible, information stratégique. Et c'est en ce sens que l'intelligence artificielle, ou plutôt les intelligences artificielles, sont en fait une espèce de forme, si vous voulez, une infrastructure, un socle technologique, mais aussi civilisationnel, à partir duquel va de plus en plus se déployer à peu près tout le reste. Le fait social, le fait politique, le fait économique, votre job, mais aussi votre intime, mais aussi votre quotidien, mais aussi celui de vos enfants et votre métier. Et en fait, par cette dualité, il y a aussi une prise de conscience à avoir que tous ces outils-là peuvent devenir, dans ce paysage géopolitique que je viens de décrire, une arme. Cyberattaque. Donc, ça pose toutes les questions de cybersécurité. Et le deuxième gros enjeu, je l'évoquais tout à l'heure, c'est évidemment la question de la souveraineté. Alors, je ne sais pas quels sont les outils ou quel, par exemple, cloud vous utilisez, mais aujourd'hui, il y a une prédominance absolument totale des hyperscalers américains et qui, en fait, ne sont pas simplement des fournisseurs de solutions,
mais qui sont aussi des outils de hard et de soft power de l'État américain, en l'occurrence. Et vous avez exactement la même logique côté chinois, par ailleurs, avec Alibaba et les BATX plus généralement. Donc, il faut avoir ça en tête. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs, si vous avez un peu suivi l'actualité la semaine dernière, de Mistral. Mistral était censé être. Vous me dites hein, si vous situez pas le sujet, mais Mistral était cette start-up, et toujours d'ailleurs cette start-up qui était censée être l'alternative souveraine à ChatGPT, que vous utilisez peut-être. Française, souveraine, française. Et dans le discours, ça nous a été présenté comme ça. Après, il y a deux difficultés. La première initiale, c'est la constitution du capital, c'est-à-dire qu'en fait, elle a beaucoup levé de fonds aux États-Unis chez Davis. Donc, se pose la question de où commence et où se termine la souveraineté. Mais à la limite, pourquoi pas, on avait un peu passé ça sous silence, parce que l'essentiel était, si vous voulez, la promesse qui était d'avoir une espèce d'outil qui véhiculait la culture et les valeurs européennes et françaises. Donc, why not et pourquoi pas, bon, à la guerre comme à la guerre. Le problème, c'est que la semaine dernière, elle a annoncé un partenariat exclusif avec qui? Microsoft. Et en fait, se positionnant de façon purement et frontalement concurrente avec OpenAI et ChatGPT. Ce qui donc prouve ce que je vous disais, les géants technologiques américains sont devenus l'infrastructure à partir de laquelle se déploient toutes les autres solutions et tout le reste. Ce qui pose donc la question de l'indépendance européenne et qui est extrêmement mal barrée. Est-ce que certains dans la salle veulent réagir pour alimenter la discussion, la réflexion? Oui, félicitations, madame, je vous suis. Alors, Christophe Dubois-Devien, je suis président du comité économie d'IESF, ingénieur et scientifique de France, et également président d'un groupe à Sciences Po Alumni. Donc, je vous écoute. Je sais. Je vous lis. Alors, oui, mais que faire? Il n'y a pas de souveraineté numérique. Justement, à Sciences Po, dans un amphi en 2017, on avait fait une journée sur la souveraineté numérique, avec plein de gens, dont mon ami Louis Pouzin, qui fut un des pères d'Internet. Vous savez très bien, vous nous avez parlé de... Bon, le problème, c'est qu'il ne fallait pas annoncer pour Mistral ça. C'est pas possible. Mais oui, mais attendez, oui, ils l'ont fait d'annoncer. Mais comment voulez-vous... Non, moi, je vous renvoie à la question. Que faire? C'est très simple. 1, lire mon livre. Et 2... Non, parce que pour de vrai, j'essaye vraiment de me mouiller et de donner des réponses et des solutions. Enfin, les questions de tiens, je pose le diag et il n'y a qu'un faucon et puis c'est extrêmement facile, flemmard et en fait très lâche. Donc il faut aller jusqu'au bout de son exercice quand on commence quelque chose. Donc je suis absolument d'accord avec vous. Que faire? Dès l'instant où on acte le fait que les géants technologiques, parce qu'ils sont géants, ne sont pas des acteurs comme les autres, mais sont des infrastructures à partir desquelles se déploie le reste, et c'est ma thèse, et c'est mon point de départ. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, si vous voulez, de se battre contre le réel. Actons-le, et faisons-nous mal une bonne fois pour toutes, actons-le et avançons avec ça. Les OVH et les machins, je veux dire, stop. Il y en a un peu marre de ce discours un peu misérabiliste, hystérique et culpabilisant. Donc, si on a acté que ces infras-là sont la condition de possibilité du reste, ça suppose 2 choses. D'avoir parfaitement compris, et là je dois dire qu'on commence à bien le comprendre, que l'économie est d'abord une question aujourd'hui, en tout cas de rapport de force, ce qui amène la deuxième question. Dans les relations géostratégiques, en géopolitique, il ne s'agit pas de valeurs d'abord, il s'agit d'abord d'intérêts. Donc, et ce sont des relations transactionnelles. Donc, qu'est-ce que nous, Européens, ou qu'est-ce que nous, Français, avons à mettre sur la table avec nos alliés, donc les États-Unis? Il va y avoir des élections dans pas longtemps. On risque d'être dans une sacrée merde. Bon, donc qu'est-ce qu'on a à mettre sur la table pour tenir un rapport de force? La flemme politique, parce qu'il s'agit d'une flemme politique, a consisté à dire on va faire du suivisme, on est des followers. Donc le OpenAI, ChatGPT, hop, Mistral en face. Des hyperscalers, bam, OVH ou Scaleway. Bon, la vérité, c'est que la mayonnaise, elle ne prend pas parce qu'on n'a pas du tout les mêmes dimensions de marché, parce qu'on n'est pas capable de débloquer les mêmes montants, parce qu'on n'a pas la même culture du risque, parce qu'on a 40 ans de retard, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien,
C'est très simple. On prend une feuille, on prend un stylo, on prend notre baluchon et on va voir les régions une à une et se dire, OK, on va faire un diagnostic de filière. Où sont nos actifs stratégiques? Où sont nos faiblesses? Ça vous rappelle, c'est une espèce de vieux SWOT tout débile qui n'existe pas en France. On n'a jamais fait un diagnostic de filière. La dernière chose qu'on m'a montré récemment, c'est une espèce de camembert qui date de 2013, en disant bah là il y a du drone peut-être, là il y a un bassin à Bordeaux de je sais pas quoi. Bref, un truc franchement pas sérieux. En France, on a quelque chose qui s'appelle le commissariat au plan, qui est censé construire la vision de la France sur 30, allez 5, 30, enfin X ans, peu importe la temporalité. Il ne s'y passe rien sur les questions technologiques ou même climatiques, qui vont être les 2 grandes questions finalement qui vont nous mobiliser. Donc, commencer par se dire: «Où sont mes forces et mes faiblesses?» mais vraiment le savoir et arrêter de saupoudrer en permanence à faire du suivisme américain, ça, c'est une première étape. Et on a des actifs. J'étais à Grenoble il y a pas longtemps et au CEA par exemple et dans le bassin, on a plein de trucs qui sont hyper sympas et sur lesquels on pourrait miser, mais en fait, en ayant ce que j'appelle moi une stratégie industrielle, mais de niche. C'est en fait toutes les stratégies que font les pays qui ne sont pas des hyperpuissances. Israël avec le cyber, la Turquie avec la diplomatie des drones. Donc c'est de nous demander où est-ce qu'on est vraiment très bon et focaliser là-dessus plutôt que de... Je ne sais pas si vous avez vu le plan France 2030. Il est à pleurer. C'est 3 pages PDF sur un site internet qui t'explique qu'en fait, il faut qu'on soit champion sur les fonds sous-marins, le New Space, le cyber, la désinformation et donc la question de l'information et de la sécurité informationnelle, l'intelligence artificielle appliquée à je ne sais quoi, à la santé, au climat, les véhicules autonomes. Enfin, ça n'a aucun sens. Nous ne sommes pas une superpuissance. Donc, dans les moyens qu'on a, sur quoi on focalise? Et donc, ça s'appelle une stratégie de niche. Mais pour la définir, encore faudrait-il faire un diag, c'est-à-dire bosser. Voilà. On va peut-être conclure au-delà du bruit médiatique justement et de ce qui est peut-être visible d'une stratégie gouvernementale ou de ce que font nos entreprises. Est-ce que quelqu'un veut apporter une question ou un éclairage et est-ce qu'on peut conclure sur une note peut-être plus pro-business? Bonsoir, merci d'être là. Alors, je suis pareil, je pense une fan, enfin, je sais pas comment dire. Voilà, donc j'ai écouté tous vos podcasts cyber pouvoir. Bon. Eh ben merci. Voilà. Ah ouais, pour de vrai. Mais oui, bien sûr. Non, ma question, c'est pour revenir un petit peu, pour faire peut-être le lien avec l'IAGEN. Voilà. Aujourd'hui, donc on connaît Internet d'une certaine manière. On sait ce que ça apporte, les problèmes de fake news, etc. qu'il y a dedans. On est en train de déployer de plus en plus des GPT, tout ce qu'on veut, LLM, etc., qui vont créer du contenu plus ou moins visiblement médiocre parfois, qui va être réindexé sur Internet et qui va, en gros, enfin voilà, on commence à faire des études, des recherches commencent à dire que finalement, on est en train de détériorer un actif qui est en fait un patrimoine mondial finalement, parce qu'on se retrouve tous dedans pour des raisons qui sont au-delà de l'économique. C'est aussi pour exercer nos libertés d'expression. Enfin, on sait ce que ça nous apporte. Quel est votre pari d'avenir sur ce que sera Internet plus tard si on continue sur cette lancée? Comment anticipez-vous l'Internet de demain? Est-ce que c'est un Internet qui sera privé, refermé sur soi, parce qu'il y a des questions de souveraineté et en fait il faut payer pour y avoir accès, et puis on revient sur des questions d'inégalité aussi au monde d'avant en fait, alors qu'on a démocratisé, on parlait de démocratisation de la donnée aussi, etc. C'est quoi l'avenir en fait, voilà, si on continue comme ça? Vous avez la boule de cristal avec la question? Asma, est-ce que tu peux répondre assez sommairement et on va finir là-dessus et puis je vous propose après de continuer le débat, la discussion autour du cocktail qui va enchaîner. Asma. Non, sommairement, il y a 2 éléments de réponse pour faire très vite. La première tendance, mais qui est en fait une réalité tout à fait consommée,
c'est la fragmentation d'Internet. Il n'y a pas un Internet, il y a un splinternet, donc une balkanisation du réseau global entre, disons, le pôle, disons, occidental avec quelques appendices, et puis la Russie qui se déconnecte, qui a déjà son RUNET et qui se déconnecte. Alors, avec plus ou moins de bonheur, c'est un peu compliqué techniquement sur vraiment la couche basse du réseau, mais c'est ce qu'elle fait. Donc, il y a une vraie volonté de sécurité et de souveraineté informationnelle, c'est le terme russe. Avec une salve de lois dès 2019 ultra strictes sur les questions de souveraineté, vraiment. Et la Chine, qui s'est construite, elle, nativement derrière son firewall. L'Iran, qui aussi est complètement sous contrôle. Donc, en fait, il n'y a pas un Internet, il y a des Internets. Donc, la question à nous poser, c'est quel est le modèle politique de nous autres, Européens ou Occidentaux, c'est-à-dire démocratie libérale occidentale, avec cet outil-là. Et là, pour le coup, ça ne dépendra que nous. Là où on a un vrai risque, au-delà du poisoning ou de l'empoisonnement de la data et de sa détérioration, c'est en fait ce que vous évoquiez très justement, c'est la privatisation. C'est en fait la reverticalisation et la privatisation, mais autour de quelques acteurs qui sont ces géants technologiques. Et moi, ce qui me fait peur, c'est cette espèce d'alliance très ambivalente entre Big Tech et les États dans une volonté d'hyper-pouvoir, en fait. Parce que ce sont aussi des États qui sont délégitimés avec un malaise, une fatigue démocratique, un contrat social qui tient de moins en moins bien. Et donc, j'ai un peu tout. Et les gens technologiques qui fournissent les outils de surveillance, de contrôle, etc., en prétextant d'ailleurs ne pas le faire. Donc, ce qui me fait peur, c'est plutôt ça. Et donc, en fait, il faut réouvrir, il faut redétendre la gouvernance d'Internet, ou en tout cas de notre Internet occidental. Et là, ça va dépendre du chemin qu'on prendra. Il y a la question des organisations multilatérales. L'ONU, l'UNESCO travaillent énormément sur ces questions-là, mais avec très peu d'influence. Et puis, après, il y a aux États-Unis, et je terminerai là-dessus, des débats ultra intéressants, parce qu'il se trouve que c'est un peu aux États-Unis que se passe à peu près tout, c'est-à-dire le pire et le meilleur, et notamment le meilleur en termes de réflexion intellectuelle sur les questions de théorie politique, c'est vraiment là où ça se passe. Et il se trouve qu'aux États-Unis, on commence à avoir, il y a eu un débat, au-delà de la simple régulation, antitrust et je ne sais quoi, sur peut-être le changement de statut juridique des big tech pour leur donner le statut de common carrier, c'est-à-dire de transporteur public. Et moi, c'est une solution qui m'enthousiasme, que j'évoque beaucoup, sur laquelle j'insiste énormément, qui fait l'objet d'une énorme, d'une très forte insistance dans mes propos en général, dans mon livre. J'essaie vraiment de faire essaimer cette idée-là, parce qu'elle est loin d'être stupide, elle est en tout cas beaucoup plus intelligente qu'un démantèlement qui n'aurait jamais lieu de toute façon, parce qu'elles sont aussi des outils de puissance des États-Unis, ces entités-là. Merci beaucoup, Asma. Merci à tous. On peut applaudir Asma. Merci. Vous remarquez que je n'ai pas utilisé le CLAD américain pour mettre mes fiches pour cette séquence, que j'ai utilisé une imprimante probablement fabriquée en Chine pour imprimer sur du papier probablement aussi issu de Chine. Merci beaucoup, Asma. On va faire un peu de pub pour le bouquin d'Asma, pour ceux qui ne sont pas encore fans, en podcast ou en lecteur. Asma a rédigé un livre qui s'appelle Technopolitique. Ah bah voilà, peut-être que Amazon là, on ne sait pas, dans quelques semaines. Comment la technologie fait de nous des soldats. Voilà, on voit le sous-jacent militaire que tu as filé avec nous ce soir. Merci à vous toutes pour votre participation. Merci à Open Data Soft de nous avoir accueillis. Merci à Open Data Soft de nous accueillir pour boire et manger maintenant. Voilà, bonne soirée et vive la data.